Une délégation de la Commission de l'Union africaine séjourne au Mali, conduite par le Tchadien Moussa Faki Mahamat. La délégation a procédé aujourd'hui à une série de rencontres, notamment au ministère des Affaires étrangères, au Conseil national de transition et à la primature. CIAO 2023 au Burkina Faso, le ministre en charge de l'artisanat qui prend part à la rencontre a visité hier dans l'après-midi les stands du Mali. À l'issue de cette visite, le ministre Ndogoly Guindo a annoncé la tenue très prochaine du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. Clap de fin pour les activités de la 8e édition du festival culturel Ogo-Bagnan. L'association Guina Dogon s'est dit satisfaite d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Une mention spéciale a été accordée à la communauté Kel Tamashek. Focus santé. Dans le numéro 2 ce lundi, on s'intéresse au district sanitaire de San. Il couvre 32 aires de santé avec 16 unités. L'insuffisance de personnel fait partie des équations à résoudre dans le district sanitaire de San. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Une délégation de la Commission de l'Union africaine séjourne au Mali, conduite par Moussa Faki Mahamat. La délégation a procédé aujourd'hui à une série de rencontres, notamment au ministère des Affaires étrangères, au Conseil national de transition et à la primature. La mission est venue écouter les autorités de la transition afin de les accompagner. Adama Djimde. Cette troisième mission de la Commission de l'Union africaine au Mali témoigne de l'importance de l'attachement de l'organisation continentale à accompagner notre pays. Devant ses interlocuteurs, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a tenu à faire l'historique des circonstances dans lesquelles est intervenue la transition au Mali. Le Mali, comme vous le savez, vit une transition politique qui est le fruit de la volonté du peuple malien, de son aspiration au changement. Je dois rappeler pour votre information, il y a différentes transitions en Afrique. La transition du Mali n'est pas survenue au hasard. Ce n'est pas des militaires qui se sont levés, ils sont sortis des casernes, ils sont venus prendre le pouvoir. Au Mali, il y a eu 4 mois de manifestations ininterrompues, avec des morts, sans gouvernement, pendant des mois. Et les militaires qui sont venus parachever, comme ils l'ont dit, la lutte du peuple, sont des officiers qui ont fait la moitié de leur carrière sur le terrain des opérations. 15 ans, 18 ans. Donc, ce n'est pas des assoiffés de pouvoir. Ils n'auraient pas intervenu, notre pays serait dans le chaos. Et lorsqu'ils ont annoncé devant tout le monde qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple, les Maliens l'ont beaucoup apprécié. Cette visite de la Commission de l'Union africaine se situe dans le cadre d'une dynamique de concertation et d'écoute des autorités de la transition pour mieux comprendre ce qui se passe au Mali. Choguel Maïga a évoqué les efforts entrepris par son équipe pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Je voudrais vous donner l'assurance de la détermination du gouvernement à tenir ses engagements tant avec la communauté régionale et internationale qu'avec la communauté nationale qui a clairement exprimé sa vision du Mali nouveau au cours des assises nationales de la refondation de l'État tenues en décembre 2021. Les efforts de réforme seront poursuivis de manière à atteindre le point de non-retour dans le processus de redressement de notre pays. De la manière, nous intensifierons le processus de réforme et les préalables à la tenue d'élections inclusives, apaisées et crédibles. Notre détermination à poursuivre sur la voie de réforme n'a d'égal que la soif de réforme de notre vaillant peuple, ainsi que notre aspiration à la justice et à la sécurité. Je voudrais également, mesdames et messieurs, vous réitérer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en capitalisant les progrès réalisés à l'issue des dernières réunions du comité de suivi de l'accord et des réunions décisionnelles de haut niveau tenues en septembre 2022. Au regard de tout ce qui précède, j'en appelle à l'Union africaine à soutenir nos efforts en cours, à les consolider, à les amplifier à travers un soutien franc et robuste au plan politique, technique et financier. Après la levée en juillet 2022
des sanctions injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali. Après 7 longs mois d'embargo, nous exhortons notre organisation, l'Union africaine, à la levée des sanctions qu'elle a imposées à notre pays le 14 janvier 2022, suite à l'endossement de celles de la CEDEAO prise le 9 janvier 2022. Nous sollicitons la réintégration du Mali au sein des instances de l'Union africaine, parce que nous sommes sur la bonne voie dans l'exécution de nos engagements. Nous demandons enfin la réintégration du Mali par attachement aux conclusions de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien de la transition du Mali, tenue à Lomé le 6 septembre 2022. Le Premier ministre a réaffirmé que son pays est tout à fait disposé à tenir ses engagements contractuels au bénéfice de l'ensemble du peuple malien. M. Madia a aussi clarifié les positions de principe des autorités, principe qui donne au Mali toute sa dignité et le classe parmi les nations non intimidables. On a vu ici, pour survoler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Pour survoler notre territoire, il faut qu'on soit autorisé. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Nous avions des cas où les camps militaires sont attaqués 7 heures de temps, 8 heures. On ne peut pas venir en secours parce qu'on n'avait pas les moyens aériens. Ceux qui les avaient n'étaient pas disposés à nous les donner. On a des villages entiers qui sont brûlés vifs. Des femmes enceintes, des enfants tués. On était assis. On ne peut pas rendre secours parce qu'il faut demander l'autorisation à un pays. S'il n'est pas d'accord, on ne part pas. Le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur terroir, ainsi que la sécurité des populations occupent tout naturellement un ordre de priorité élevé dans le programme d'action gouvernementale. Nous avons engrangé des résultats notables grâce aux opérations militaires d'envergure que mènent sur le terrain avec courage et professionnalisme nos forces de défense et de sécurité. Suivant la vision et les pertinentes recommandations du président de la transition, Assimi Goïta, chef de l'État, le gouvernement poursuivra le vaste chantier de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. De la dignité des Maliens, vous êtes des Africains, vous savez comment le Mali est perçu aujourd'hui dans le monde, de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Nous avons 3 principes que notre chef d'État a édictés aujourd'hui qui conduisent l'action publique. 3. D'abord, pour tout partenaire, il faut respecter la souveraineté du Mali. Condition numéro 1. Condition numéro 2, c'est au gouvernement malien, au peuple malien de choisir librement ses partenaires stratégiques et d'une façon générale son partenariat stratégique, sans injonction. Troisièmement, tout acte qui doit être posé par un homme public doit partir de la réponse à la question où sont les intérêts de notre pays. Donc la défense systématique, méthodique, continue des intérêts supérieurs du peuple malien. C'est les 3 principes dictés par le président. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Auparavant, la délégation avait eu une séance de travail avec le président du CNT, le colonel Malik Diaw, et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop.
Voilà, après cette rencontre, la délégation de la Commission de l'Union africaine a rencontré les membres de l'EGE, autorité indépendante de gestion des élections. Il s'agissait pour la délégation de s'enquérir de la composition de cet organe chargé de l'organisation des élections dont les 15 membres ont été installés dans leurs fonctions le 10 janvier par le président de la transition. Le président de l'EGE, Maître Moustapha Cissé, a rappelé les contextes de création de cet organe de gestion des élections résultant selon lui d'une demande de la classe politique malienne, mais aussi des assises nationales de la refondation. Il a également expliqué la mission de son organe qui organise tout le processus électoral de la gestion du fichier électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Ce communiqué, le Conseil national de la société civile du Mali suit et continue de suivre avec un grand intérêt l'évolution de la situation politique et sécuritaire du Mali, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali. À ces occasions et à chaque fois de besoin, le Conseil national de la société civile du Mali se donne le devoir en tant que creuseur des organisations de la société civile du Mali d'attirer l'attention des autorités de la transition au Mali sur la situation très fragile du pays et le besoin de sursaut de l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour mettre le Mali au-dessus de toute instrumentalisation et sauver la patrie. Aujourd'hui, le Conseil national de la société civile du Mali, fidèle à sa mission de veille citoyenne, est dans l'obligation d'informer l'opinion nationale, internationale et de prendre le peuple malien à témoin que la personne qui a parlé comme membre de la société civile du Mali à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est associé ni de près ni de loin au Conseil national de la société civile du Mali et que ses propos n'engagent que sa personne et son association et non la société civile du Mali. Le Conseil national de la société civile du Mali lance un appel à toutes les organisations de la société civile à un devoir de responsabilité et de retenue face à la situation très fragile de notre pays et que les défis apportés aux autorités de la transition par la société civile se règlent au Mali entre les Maliennes et les Maliens en toute franchise. Comme l'atteste le panel organisé le jeudi 26 janvier 2023 par le consortium d'organisation de la société civile suivi d'un point de presse sur les enjeux et défis liés à l'organisation des élections générales au Mali. Le CNSC pense que c'est le moment de saluer le renforcement des moyens d'action et des capacités des forces armées maliennes pour la restauration de la souveraineté nationale en y incluant un plan de retour de l'administration et des services sociaux de base. Le CNSC estimant que la transition est une période charnière pour rassembler l'ensemble des filles et fils de la nation et d'apaiser le climat, lance un appel aux autorités et aux forces vives du pays pour créer une synergie d'action dans un cadre unitaire en vue de relever les grands défis auxquels notre pays est confronté et pour une transition apaisée et réussie. Communiqué signé Bourima Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. Rencontre d'échange à la primature entre le gouvernement et les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Le projet de document concernant l'application des recommandations des ANR était au centre de la rencontre. Le point avec Adidjou Matina. Instrument suggéré pendant les assises et dont les membres sont choisis par le président de la transition, le comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, sincère ANR, a rencontré les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre. Le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, a opportunément rencontré pour présenter le résultat obtenu par le gouvernement dans la mise en œuvre des actions retenues au titre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le détail a été exposé aux membres du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises, le sincère ANR,
et qui a porté un regard critique. Il s'agit maintenant, après leur appréciation, d'affiner les outils de suivi et évaluation. Et le CNCR-ANR, en retour, nous a présenté un canevas de suivi et évaluation beaucoup mieux outillé et qui permet d'être plus dynamique dans l'appréciation de la mise en œuvre des indicateurs dont sont assortis les actions du cadre stratégique de la refondation de l'État. Nous avons donc prévu très prochainement d'avoir une séance de travail avec les techniciens des départements ministériels pour intégrer cette nouvelle donne et pouvoir produire des rapports adaptés aux attentes du CNCR qui lui permettent de mieux apprécier l'état de mise en œuvre des actions et faire les rapports à l'intention du président de la transition, mais également du peuple malien. Le CNCR-ANR se positionne comme sentinelle du peuple pour une refondation sincère et efficace. C'est ainsi qu'il reste engagé à jouer pleinement son rôle pour la parfaite concrétisation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le gouvernement a décidé, le corps, le comité d'orientation de la refondation, et le Premier ministre a décidé qu'ils nous reçoivent aujourd'hui pour qu'il y ait un échange de vues entre les outils de travail. Et parce que dans le cadre stratégique de la refondation, il y a des indicateurs qui ont été conçus et le gouvernement a travaillé sur ces indicateurs. Et le CNCR également a travaillé sur les mêmes indicateurs. La rencontre d'aujourd'hui était en fait basée sur le fait que nous devons avoir la même compréhension de la mission commune. Le chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, dans son intervention, a remercié les membres du CNCR-ANR pour leur engagement avant de demander aux membres du gouvernement d'être à l'écoute du comité. Installé en juillet 2022, le comité indépendant est pluridisciplinaire et est composé de juristes, d'enseignants, de planificateurs, de diplomates, d'officiers militaires et d'anciens ministres. Nous restons à la primature. La famille du président Faye Modibo Keïta est venue présenter au Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, le prix décerné à l'ancien président du Mali par le Premier ministre d'Éthiopie en octobre 2022. Un prix qui magnifie la valeur et la grandeur du président Modibo Keïta. Daura Tegete, ami de la famille de Faye Modibo Keïta, est au micro de notre reporter Aridou Matina. Cette cérémonie a pour nous une haute portée symbolique. Symbolique parce que d'abord sur le plan social, c'est humain que de reconnaître les valeurs d'un homme qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui a donné toute sa force pour la souveraineté, pour l'honneur et la dignité, au-delà de l'homme malien et de l'homme africain, mais de l'homme en général. Donc ce prix qui a été décerné par Modibo Keïta, je dirais, est venu en son temps, mais ça aurait pu aussi être bien avant, et ça l'a même été. Parce que déjà, je vais rappeler que précisément dans le numéro 2233 de Jeune Afrique, que Béchir Ben Ahmed avait souhaité, de la part de l'Organisation de l'Unité africaine, qu'un prix africain pour la paix soit créé et que ce prix soit donné pour la première fois au président Modibo Keïta pour son action en faveur de l'unité, de la paix et de la coexistence en Afrique et de ses actions à l'intérieur du Mali. Je vais rappeler aussi historiquement que bien avant cela, en 1963 déjà, le prix international Lénine de la paix a été décerné à Modibo Keïta, qui fut le premier Africain à obtenir ce prix-là. Et l'argent qu'il a obtenu avec ce prix, il l'a entièrement utilisé pour réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui le centre de réhabilitation des handicapés. Cela s'est fait par le président Modibo Keïta. Donc, tenir à ce qu'on vienne lui présenter le prix, le Premier ministre a inscrit son action dans le sens d'une reconnaissance de l'œuvre et de la vie du président Modibo Keïta. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée d'IRPA a animé ce lundi une conférence de presse sur la situation sécuritaire du pays. Cette conférence a fait le bilan des opérations menées sur le terrain. Mamadou Fane. Le déroulement des opérations sur le théâtre des opérations se poursuit de façon satisfaisante. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA sur la situation sécuritaire
au cours des 2 derniers mois. Selon le directeur de la DIRPA, le colonel Suleiman Dambélé, l'armée maintient toujours la pression sur les terroristes. Les FAMA, sur la base de renseignements fiables, ont exécuté un certain nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre des résultats très encourageants. Nous avons effectué 62 missions offensives, dont 22 opérations aéroportées, 20 missions de reconnaissance offensive, 17 missions de frappe aérienne et 3 opérations de frappe d'artillerie. Nous pouvons retenir, courant les 2 mois, que les FAMA ont neutralisé 65 terroristes, en ont interpellé 42. Il y a 3 PKM qui ont été saisis, 2 RPG-7, 50 PM et 20 carabines. Et en termes d'engins, les FAMA ont neutralisé ou récupéré 5 véhicules et 34 motos. Pour le directeur de la DIRPA, aujourd'hui, l'armée fait face à un glissement des actions terroristes vers le sud, notamment dans la boucle du Baoulé ou encore vers Nara. Tout dernièrement, on vous disait, il y a eu la recrudescence de mouvements terroristes au sud, notamment sur l'axe Bamako-Kaï, mais aussi dans la boucle du Baoulé. Donc des opérations ont été menées à ces différents endroits. En termes de reconnaissance offensive, elles se sont tenues dans les secteurs de Douanza, bien sûr, au centre, Bajangara, Kona, Boni, Sofara, Ansongo et Menaka. L'intensification des opérations offensives a désorganisé les groupes armés terroristes en leur infligeant des pertes énormes, tant en matériel qu'en personnel, et beaucoup de bases terroristes ont été détruites également. Le directeur de la DIRPA appelle les populations à une plus grande collaboration. Il a souligné que les FAMA font preuve de retenue face à certaines fausses allégations. CIAO 2023 au Burkina Faso, le ministre en charge de l'artisanat qui prend part à la rencontre a visité hier dans l'après-midi les stands du Mali. À l'issue de cette visite, le ministre Andogouli Guindo a annoncé la tenue très prochaine du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. Alpha Maïga et Sidi Moudibou Dambélé sont nos envoyés spéciaux. Ici, une habitation traditionnelle du Mali, en face le pavillon du soleil levant, à l'intérieur des exposants maliens de renommée d'œuvres remarquables au CIAO. Ils imaginent de nouvelles stratégies pour attirer le public. Je suis venu présenter le Made in Mali dans toute sa diversité par rapport au support du textile Made in Mali. Je fais l'encens, je suis Oumou Soumadma. Je vends l'encens avec parfum, avec guenille, saladini et secret des femmes. Des pavillons, des allées visitées par plusieurs ministres des pays du continent africain. Nous avons fait le tour des stands et nous avons vu vraiment la qualité de leurs produits, qualité dont nous sommes très très fiers. Je voudrais donc leur dire tous nos encouragements, tout le soutien des plus hautes autorités du Mali, à commencer par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, l'ensemble du gouvernement. Les opportunités d'affaires et les contacts se nouent pour de nombreuses maisons de couture ou de galeries, entre autres. Un moment pour annoncer les couleurs d'un autre rendez-vous de l'artisanat à Bamako. Le SIAMA, oui, plaise à Dieu, en novembre 2023, rendez-vous à Bamako pour encore magnifier la créativité africaine malienne à travers cet espace d'expression, mais aussi de promotion de l'artisanat malien. Le CIAO, devenant une opportunité pour les artisans africains, est un espace qui permet à la création malienne d'être encore plus vue sur le continent. En clair, faire connaître davantage la culture du Mali.
Rideau sur les activités de la 8e édition du festival culturel Ogo-Bagnan à la place du cinquantenaire. Toutes les activités programmées ont été tenues et la mobilisation du public était à la dimension de l'événement. La communauté Keltamachek a fait une participation honorable et Guina Dogon s'est dit satisfait d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Le film de la cérémonie de clôture avec Cheikh Omar Sankare. La 8e édition du festival Ogo-Bagnan a comblé les attentes tant dans la forme que dans le fond. L'essence de nos fondamentaux était là et les festivaliers ont simplement prouvé que l'art du vivre ensemble est malien. Et c'est là que chacun trouve la satisfaction. Durant une semaine, nous avons côtoyé toutes les autres communautés culturelles dans un esprit de convivialité et de fraternité. À toutes ces communautés, la communauté Keltamachek exprime sa reconnaissance et son attachement dans le cadre de cette fraternité expressive qui est une force inestimable pour notre nation. Nous exprimons également notre satisfaction pour toutes les activités menées avec nous et souvent pour nous, afin de rappeler à tout le monde, même les plus pessimistes, que rien, absolument rien, ne peut nous diviser. Rien ne peut détruire cette construction sociale et intercommunautaire. L'instant est sincère et les artisans touaregs en ont profité pour offrir un cadeau à la communauté Dogon, un tableau contenant plusieurs symboles qui expriment le Mali pluriel. La commission d'organisation a décerné plusieurs prix, à savoir le prix Sédou Nantoumé aux 3 meilleurs stands, le prix Mamadou Togo aux 3 meilleurs lutteurs traditionnels des différentes catégories, le prix Professeur Ogobara Dumbo aux 2 meilleurs conférenciers et le prix Ogo-Bagnan à des personnalités nationales et internationales. Nous étions dans ce travail depuis quelques années, mais nous n'avons pas imaginé l'ampleur du résultat ou de la réponse que nous avons eu cette année. Vous l'avez constaté, ces 3 derniers jours, il n'y avait quasiment pas de place. Ici, il y avait tellement de monde, c'était au-delà réellement de toutes nos prévisions. La seconde cause de satisfaction, c'est les artistes et les artisans. Dieu merci, les artisans sont très satisfaits. Les ventes ont été, d'après eux-mêmes, au-delà de leurs attentes. Le festival culturel Ogo-Bagnan est devenu au fil des ans un grand rendez-vous de la culture Dogon, un espace de rayonnement de l'identité nationale Dogon, un cadre de promotion de la diversité culturelle malienne dans toute sa splendeur, un espace de raffermissement de la cohésion sociale en lui donnant la beauté d'un tapis avec ses multiples couleurs. L'image du jour, c'est le ministre en charge de la jeunesse, Moussa Ag Ataher, un Keltamachek habillé en Dogon, et son homologue en charge de la justice, Mamadou Kassougué, un Dogon habillé en Keltamachek. Comprenez alors le message que le gouvernement de la transition vous passe ici. Fin de la session du projet d'appui au mécanisme de gestion du système de suivi et évaluation du dispositif national de sécurité alimentaire du Mali. À l'issue, bien sûr, des travaux, les résultats obtenus par les projets sont jugés satisfaisants. Abdul Karim Kaba. Faciliter les prises de décisions, partager les résultats en toute transparence et en toute responsabilité, voilà le résultat de suivi-évaluation. Cet impact du projet d'appui au mécanisme de gestion du système de suivi-évaluation du dispositif national de sécurité alimentaire est palpable et essentiel dans la bonne gestion et de redevabilité. En 4 ans d'existence, de précieux résultats ont été obtenus. De développer de précieux outils d'aide à la décision, aussi bien dans la surveillance de la vulnérabilité alimentaire que dans la planification et la mise en œuvre de réponses, d'organiser et de structurer des données et informations sur le secteur sous forme de bases de données pour mieux répondre aux besoins d'information des parties prenantes, de définir une architecture fonctionnelle de planification, de suivi, évaluation et de gestion de l'information relative, de mettre en place une plateforme informatique pour le suivi et évaluation du dispositif national de sécurité alimentaire permettant l'accès à distance
d'informations pertinentes, désagrégées et à jour sur les DNSA. Tout en évaluant les résultats, l'Union européenne apprécie le projet. Pour l'avenir maintenant et la consolidation à partir de ces acquis, les efforts à faire concernent la nécessité pour le CSA et le dispositif national à poursuivre la valorisation des outils de suivi. Également le renforcement des activités de bonne gouvernance par la bonne utilisation des outils et les actions de communication locales. Et enfin, le suivi de la feuille de route de la concertation nationale de 2022. Le commissaire à la sécurité alimentaire a conclu en disant que ce mécanisme réformé de suivi-évaluation constitue aujourd'hui un puissant levier qui permet d'accroître les capacités et la qualité des différentes interventions. 5e session du comité de pilotage du projet de développement durable des exploitations agricoles au Sahel. Le rapport annuel 2022, le plan de travail et le budget annuel 2023 sont entre autres points soumis aux membres du comité. Fantama Magnantao. Le projet de développement durable des exploitations agricoles au Sahel Mali, PDD et PS Mali, est un projet qui contribue à l'amélioration des producteurs animaux et l'augmentation des revenus des pasteurs et des agropasteurs avec un seul dénominateur commun: réduire l'insécurité alimentaire dans la région Sahel. Pour mieux coordonner les activités, les responsables du projet se concertent à la faveur de la 5e réunion du comité national de pilotage. Ce projet contribue à l'amélioration des conditions de vie des pasteurs et des agropasteurs. Et c'est dans le développement des infrastructures et des aménagements pastoraux. Et entendez par là la réalisation des marchés à bétail, la réalisation des points d'eau pour le cheptel, et l'amélioration des conditions d'alimentation de nos cheptels à travers le développement des bourgoutières. L'objectif principal de ce partenariat, c'est vraiment alléger la souffrance des communautés les plus vulnérables et participer au développement socio-économique du Mali. Le conseiller technique du ministère du Développement rural explique que le Mali dispose d'un important cheptel et des ressources pastorales qui constituent la base des productions animales, mais déplore que ces ressources, malgré leur importance, parviennent difficilement à satisfaire les besoins de nos populations. Le Mali dispose d'un des cheptels les plus importants de la sous-région ouest-africaine, avec des effectifs estimés à près de 12 millions de bovins, plus de 32 millions d'ovins caprins et plus de 978 000 camélins. Ces ressources pastorales constituent la base des productions animales, occupant ainsi environ 80% de nos populations rurales. Cependant, le sous-secteur de l'élevage est confronté à beaucoup de contraintes telles que l'insuffisance de moyens et de capacités pour faire face au caractère cyclique de la pluviométrie et aux effets néfastes du changement climatique. Le PDD et PS Mali est financé entièrement par la Banque islamique de développement. Direction à la commune 5 du district de Bamako, précisément à Badalabougou, pour parler de la cérémonie d'inauguration du centre de développement de la petite enfance réalisée à plus de 100 millions de francs CFA. Ce joyau vient ainsi combler un vide en matière d'éducation préscolaire. Saloum Konaté. Si vous enseignez un enfant, c'est tout un peuple qui bénéficie, a-t-on l'habitude de dire. Ainsi, la commune 5 du district de Bamako, en collaboration étroite avec la fondation Empower Mali, offre un centre de développement de la petite enfance. Selon les bénéficiaires, cette infrastructure vient combler un vide en matière d'éducation préscolaire et augmente la capacité d'accueil des différentes structures éducatives. Le centre de développement de la petite enfance de Badalabougou est une bâtisse de 3 salles de classes équipées, un loge gardien, une cantine avec un mur de clôture et l'aménagement d'une partie de la cour. Le directeur exécutif de la Fondation Empower Mali a financé la construction des 3 salles de classe et une cabine de toilette pour un coût de réalisation de 39 millions de francs CFA. La mairie de la commune 5, sur budget communal, a financé les travaux de construction du mur de clôture, de la cantine, du loge gardien et de l'aménagement de la cour pour un coût de réalisation de 49 791 521 francs CFA. L'équipement du centre a coûté la somme de 17 millions de francs CFA, toujours sur budget communal. Le coût de réalisation totale s'élève à 105 791 521 francs CFA. Nous sommes en partenariat avec la commune 5
Nous allons continuer à nous investir, à nous engager pour l'éducation et l'accès à l'eau potable en commune 5. Nous allons nous investir dans tous les domaines de développement dans cette commune. Selon le représentant du ministre de l'Administration territoriale, le Dicentre est une véritable fierté pour l'équipe communale. Ce joyau permet à nos enfants, à nos petits-enfants, de sortir d'une situation pour se retrouver dans une autre situation meilleure. Le maire de la commune 5 a saisi l'opportunité pour saluer les plus hautes autorités ainsi que la fondation Empower Mali pour ses efforts consentis. Fin ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba de la 3e session de lecture du Coran initié par l'Association pour la formation en sciences islamiques. Souleymane Sidibé. Inna ila rabbika ruj'a ara'ayta allazi yanha abadan iza salla. Apprendre le Coran et connaître les sciences islamiques, c'est désormais facile avec l'Association pour la formation en sciences islamiques. Après des sessions, voici les auditeurs de la session 3 qui savent désormais lire le Coran et connaissent les sciences islamiques. Les 7356 auditeurs formés de 3 à 6 mois sont répartis entre 2 catégories. Vous savez, AFSI, c'est 17 niveaux et chaque niveau, c'est une formation modulaire. Chaque niveau dure 3 mois. Donc, ceux qui ont fait 3 mois jusqu'à 10 fois, ils auront une attestation. Et encore, il y a des niveaux supérieurs, de 11 jusqu'à 17. Et aussi, ils vont recevoir leur attestation de sortie aujourd'hui. AFSI, c'est une association islamique qui a pour but pour former les musulmans francophones et non francophones à apprendre leur religion, lire le Coran, apprendre les invocations, la jurisprudence, les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres enseignements islamiques nous permettant d'appliquer notre religion comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont fait. Après avoir montré son satisfait pour le choix porté sur elle, la marraine de la session 3 invite l'AFC à accompagner les autorités de la transition. Je remercie l'AFSI pour cet honneur qui nous a été fait et surtout je les encourage à continuer dans les actions qui vont dans le sens de la construction de notre pays et surtout qui respectent les 3 grands principes fixés par le chef de l'État. Connaître sa religion est un devoir pour tout croyant et l'Association pour la formation en sciences islamiques invite les musulmans à rejoindre les centres de formation qui sont une 60aine à travers la ville de Bamako. Djenebou Doukouré et Aminata Kone sont les heureuses gagnantes du concours Meilleure fille en sciences dans la région de Ségou, un concours initié par le projet Défi en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Honoré Tchenou. Ce sont 14 filles des classes de 8e et 9e année à recevoir des prix d'excellence au concours Meilleure fille en sciences, un concours initié par le projet Défi, scolarisation des filles en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale dans les régions affectées par les crises au Mali. L'objectif est de contribuer à la scolarisation ainsi qu'au maintien des filles à l'école et du coup susciter l'intérêt de celles-ci pour les filières scientifiques et techniques. Les meilleurs prix reviennent donc aux élèves Djenebou Dougouré de la 9e année et Aminata Kone de la 8e année. Je voudrais tout simplement indiquer la scolarisation des filles, nous en convenons tous, est un gage du développement harmonieux du pays. Embrasser les filières scientifiques et techniques favoriserait l'employabilité des filles et impulserait plus de dynamisme dans le cadre de la recherche et du développement. Occasion pour les autorités de saluer cette initiative de célébration de l'excellence et d'inciter à la persévérance. Donc vous n'avez plus le droit encore d'avoir de mauvaises notes en sciences. Vous devriez continuer à être les meilleurs pour qu'au niveau secondaire et au niveau supérieur, vous puissiez revenir servir votre famille et votre pays. Ça, c'est le message que je vous adresse. À noter que le concours portait sur les mathématiques, physique, chimie et sciences naturelles. Il a concerné des écoles des communes de Ségou, Sébougou et Pelingana.
Nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler de la célébration du cinquantenaire de l'école fondamentale de Torokoro dans la commune rurale de Furu dans le cercle de Kadiolo. Une célébration placée sous le thème « Cohésion dans les villages de Torokoro ». Moustapha Doumbia. Des remises de prix aux meilleurs élèves, des conférences ou débats et des manifestations folkloriques pour célébrer le cinquantenaire de l'école fondamentale de Torokoro dans le cercle de Kadiolo. Un cinquantenaire placé sous le thème de la cohésion dans les villages de Torokoro. Les festivités auraient dû se tenir en octobre 2021, mais ont été reportées à cause de plusieurs facteurs, y compris le Covid-19. Un certain 1er octobre 1971, nous étions 64 nouvelles recrues. Je veux dire la première promotion de l'école fondamentale de Torokoro. Faute de classe, nous étions sous l'arbre. Nous ne pourrons jamais remercier assez Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné la force physique, la volonté morale et la capacité spirituelle de nous réunir aujourd'hui autour de cet événement combien noble et justifié. La célébration des 50 ans du premier cycle de Torokoro est le cadre indiqué pour baptiser cette école qui porte désormais le nom de Timina Kone, un sergent-chef de l'armée coloniale décédé en 1988. Le second cycle du village porte aussi le nom du docteur Bakari Kazimir Koulibaly, un professeur d'université décédé en 2020. L'orpaillage se développe de plus en plus dans le secteur, mettant en cause l'éducation de nos enfants qui préfèrent se diriger vers les sites d'orpaillage que vers l'école. Je voudrais lancer un appel pressant à l'ensemble des parents d'élèves. J'encourage toujours les parents d'élèves à inscrire les enfants à l'école. Les activités du cinquantenaire de l'école fondamentale de Torokoro ont été organisées grâce à l'appui financier et matériel des associations de ressortissants du secteur, du docteur Seydou Jérémy Kone, un fils de Timina Kone établi en France, et la famille du docteur Bakari Kazimir Koulibaly. Plus de 637 millions de francs CFA, c'est le coût du projet intitulé « Projet de renforcement de résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et des effets du climat ». Ce projet financé par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec World Vision International intervient dans la commune de Sio. Il a été présenté aux différents acteurs le vendredi dernier à Soufroulaye. Boubacar Sankari. Le Programme alimentaire mondial et World Vision International compte renforcer la résilience des communautés à travers une assistance nutritionnelle au niveau de la commune de Sio dans le cercle de Mopti. C'est pourquoi ils ont initié un projet intitulé « Projet de renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et les effets du changement climatique ». Nous avons 3 volets pour ce projet de résilience. Le premier volet, c'est la création ou réhabilitation des actifs. Le deuxième volet, c'est la nutrition. Et le troisième volet, c'est SAMS, ce qu'on appelle appui aux petits producteurs locaux. Ce projet a une valeur monétaire de 637 360 860 francs CFA, financé par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec World Vision International. 1153 personnes des villages de Soufroulaye, Orgnon, Youré, Ségué, Prempin et Sirakoro dans la commune de Sio vont bénéficier de ce projet. C'est là à travers la réalisation de forages, d'étangs piscicoles, de plantations d'arbres fruitiers, de cordons piorés, de compostage et la réhabilitation de pistes rurales et le curage des mares. J'invite tous à s'impliquer avec abnégation pour l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des communautés. Le projet de renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et les effets du changement climatique dure 12 mois. Une mission, bien sûr, de la direction générale de l'ANPE vient d'effectuer une visite dans la région de Sikasso, une mission au cours de laquelle les administrateurs ont apprécié l'évolution de 2 jeunes entrepreneurs soutenus par la structure. Moustapha Doumbia. L'entrepreneuriat des jeunes est l'une des missions de la NPE, Agence nationale pour l'emploi.
C'est dans ce cadre que l'agence a installé et équipé 2 jeunes entrepreneurs en menuiserie et en teinture à Sikasso. C'est pour s'enquérir de l'évolution de leurs activités que la mission conjointe au conseil d'administration, direction générale de l'ANPE, a rendu visite à ces entrepreneurs. Elle a aussi remis 10 machines à coudre au centre de formation en coupe et couture Tata de Sikasso. Aujourd'hui, pour vraiment donner des machines au centre Tata, c'est pour toujours créer des emplois au Mali, en sorte que l'ensemble des Maliens, je peux dire les jeunes Maliens, puissent être formés. Cet emploi aujourd'hui, par rapport au truc de couture, 28 emplois ont été créés par la NPE, aujourd'hui dans la zone de Sikasso. Et ils cherchent à les multiplier pour l'année 2023 pour atteindre vraiment un nombre révolu, vraiment, dont on peut s'en féliciter. J'emploie un personnel de 12 à 18 personnes. J'ai bénéficié de l'accompagnement de l'ANP à travers la Chambre des métiers. Je suis déterminé à réussir cette activité. À Sikasso, tout comme dans les autres localités visitées par la mission, les bénéficiaires ont exprimé des besoins pour booster leurs revenus. J'ai déjà bénéficié de l'accompagnement de l'ANP, mais je souhaite un autre appui en matériel pour mieux développer mon travail. La mission a pris fin par une visite de courtoisie aux autorités politiques et administratives. La Ligue démocratique pour le changement LDC vient de célébrer son 5e anniversaire, une occasion pour le parti d'échanger sur sa vision. Adama Traoré. Selon le président de la LDC, cet anniversaire est placé sous les signes de l'engagement et la détermination. La Ligue démocratique pour le changement en tant que jeune parti ne peut pas seule apporter toute la solution, mais nous tenons à apporter notre contribution, notre pierre à la construction de l'édifice. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ce qui concerne la transition, nous avons toujours dit que nous sommes disponibles et nous restons disponibles. La Ligue démocratique pour le changement ambitionne de bâtir un Mali autrement. Cette ambition s'articule autour de 5 axes. Il s'agit de l'éducation, la sécurité, la gouvernance, la diplomatie, bref, le développement tout court. C'est juste un devoir envers notre pays. Nous sommes des Maliens, c'est à nous de construire le Mali et nous croyons, il n'y a pas de doute chez nous au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, que nous avons les moyens de construire ce pays, de transformer ce pays, d'en faire un beau pays, un pays que tout le monde va aimer. C'est ce que nous faisons, ça va demander du temps, ça va demander de l'engagement. Mais il n'y a pas de doute, il n'y a pas de découragement. Nous continuons à avancer, nous continuons à aller de l'avant. Ce mouvement fête son 5e anniversaire. Au vu du monde qui est là, et au regard de ce que l'on connaît avec les partis qui se mettent en place, aussi vite qu'une bouchée de pain, on peut dire que ce parti est en train d'avancer. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à venir pour lui apporter mon soutien. Les partis amis ont été invités main dans la main pour bâtir un Mali vers la marche du développement et pour la prospérité des Maliens. La parole aux jeunes pour leur implication dans les opérations de vote. Voilà l'objectif de la campagne de sondage et de sensibilisation sur les réformes politiques, institutionnelles et l'enrôlement NINA. L'enquête est initiée par la COFRO Mali. Batraoré. Avez-vous une carte d'électeur? Aimeriez-vous voter? Avez-vous été enrôlé? Telles sont, entre autres questions, posées aux jeunes Modibo Koné du quartier du Mazana en commune 1 du district de Bamako. C'est à l'occasion de la campagne de sondage et de sensibilisation sur les réformes politiques et institutionnelles et l'enrôlement NINA, une opération initiée par la COFOR, Coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali. La campagne consiste à se renseigner auprès de 100 jeunes de 18 à 35 ans par jour dans chaque quartier de la commune 1. L'opération qui vient de démarrer sera simultanément exécutée dans les 6 communes du district de Bamako à travers une caravane. Tout porte à croire que la fin de la transition, ça sera à travers des élections libres et démocratiques. Donc pour ce faire, il faut des données à caractère scientifique. Et les données à caractère scientifique passent par les sondages citoyens, donc commandés par nous-mêmes pour connaître notre propre situation. Donc l'objectif, c'est de toucher 700 jeunes par jour, par commune de Bamako pendant 16 jours. Fodé Mamadou Konaté est le représentant du maire de la commune 1 du district de Bamako. Il se félicite de l'opération et souhaite plein succès aux jeunes. Ça permet d'accompagner l'État aussi dans leur travail. Parce qu'avec les réformes constitutionnelles qu'on veut,
avec le Mali-Koura qu'on a demandé aussi, ça ne peut pas aller faire sans l'engagement des jeunes. C'est pour cela que les jeunes même se sont donnés et donné des idées aussi pour mettre un réseau en place qui n'a pas différencié quelqu'un. C'est ça qui permet à nous maintenant de nous montrer en tant que jeunes. Les recommandations seront formulées à l'issue de la campagne. Elles seront adressées au ministère en charge de la refondation en guise de contribution au dire des responsables de la COFOR Mali. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 182 tests réalisés. 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 3 patients sont sous traitement. Focus sur le district sanitaire de San. Il couvre 32 aires de santé toutes opérationnelles composées de 16 unités. Le district sanitaire de San fait aujourd'hui face à certaines difficultés. Baraki Sawatara. Le centre de santé de référence de San compte plusieurs unités qui prennent en charge toutes pathologies confondues. En pédiatrie, les pathologies ont pour nom les infections respiratoires aiguës, la malnutrition sévère et le paludisme. Prise en charge, c'est surtout les conseils aux mamans. Après les conseils, c'est un traitement symptomatologique. Le traitement symptomatologique peut être à base d'antalgiques s'il y a la fièvre, antipyrétiques, tels que les paracétamol que nous utilisons. Il peut s'agir également de l'utilisation d'antibiotiques s'il y a des surinfections. Le CCRF de San dispose d'un bloc opératoire pour tout cas d'intervention chirurgicale. Les pathologies actuellement les plus fréquemment rencontrées, c'est les hernies inguinales qui sont quelquefois étranglées. Il y a les péritonites, il y a les appendicites aussi. Dans le domaine de la gynécologie, il y a les myomes, les fibromes aussi, et les kystes ovariens. Couvrant une population de plus de 490 000 habitants, le district sanitaire de San reste confronté à certaines difficultés. L'insuffisance de personnel qualifié, la vétusté du plateau technique, entre autres. Je ne vois pas d'unité où il n'y a pas de problème de matériel. Souvent, nous avons des personnels qualifiés qui peuvent faire des prises en charge, mais si le matériel n'est pas là, donc ça pose problème. Et c'est ce qui fait que nous faisons des évacuations, surtout au niveau de la maternité, avec les éclamptiques, les femmes éclamptiques. En tout cas, toutes les maladies, les pathologies qui sont en rapport avec la réanimation. Face aux besoins croissants, le président de la transition a offert au district sanitaire une ambulance. Et malgré les insuffisances, on retrouve un personnel très dévoué. Nouvelle apparition chez Edis Bamanankan, Masala, dans un ouvrage sur la rhétorique du Bamanankan. Plus de 40 figures de rhétorique du Bamanankan. Vous trouverez dans cette publication un chapitre sur la classification des figures. C'est une œuvre de Isiaka Balo. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.